Hervé Montoyot, chef, membre des Toques Blanches du Roussillon et président de la branche des restaurateurs au sein de l'UMI, vous fera découvrir, au gré des saisons, les producteurs qui font la richesse de notre département. Rendez-vous sur le marché, puis chez le producteur pour enfin découvrir une pépite culinaire concoctée par Hervé. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro du Baroudeur des saveurs. Aujourd'hui, je vous amène à Leucate pour découvrir un métier passionnant, mais un métier très difficile. Un petit métier, mais bien beau métier, noble métier. Le métier de ostréiculteur. Nous allons visiter la ferme ostréicole de Franck. Et oui, Franck. Des Franck, il y en a partout. Alors, le Franck caméraman et Franck ostréiculteur. Je vais vous présenter Franck, qui est un passionné, qui a repris l'affaire de ses parents et qui maintenant fait tourner ça en famille et qui va bien nous expliquer en quoi consiste le métier d'ostréiculteur. A tout de suite. Au départ, le centre ostréicole, on ne pouvait pas appeler ça un centre ostréicole, se trouvait à la Caramoune, c'est-à-dire en haut de l'étang. Et le centre ostréicole comme il est maintenant a été construit vers les années 74. Au départ, c'était que des petites cabanes. Il n'y avait pas les avancées comme il y a maintenant. Ça s'est fait après dans les années 80, fin des années 90, quand il y a eu les normes européennes qui sont arrivées. Tout le monde a fait des avancées, donc pour agrandir, il fallait faire pour les normes européennes. Et à la suite de ça, au départ, il y avait 40 ostréiculteurs. C'est-à-dire les cabanes étaient 2 par 2 et il y avait 2 ostréiculteurs par cabane. Après, des gens ont acheté le voisin qui a arrêté pour pouvoir s'agrandir parce que les cabanes au départ étaient assez petites. Et maintenant, on se retrouve maintenant à 24 ostréiculteurs. Le travail a changé. Donc maintenant, on s'est développé, on va dire, on fait la dégustation en plus. On fait la vente, la dégustation sur place, qui a pris de l'ampleur puisque maintenant tout le monde le fait. Et on attire quand même pas mal de monde. On a des Catalans de Barcelone qui viennent exprès pour manger des huîtres de Leucate. Elles sont quand même assez réputées. Voilà, qu'est-ce que je peux dire le plus après? Bon, évidemment, tout a eu une évolution, que ce soit pour le matériel, pour le travail. Au départ, tout le monde avait des chalands en bois ou des petites barques. Maintenant, la plupart ont des chalands en alu, des tapis automatiques. Tout s'est mécanisé après par la suite. Alors qu'au départ, tout se faisait à la main. Que ce soit le levage des cordes, le lavage des huîtres, le détrocage, tout se faisait manuellement. Et au fur et à mesure des années, il y a eu une mécanisation qui s'est faite avec les tapis, les chalands. En fait, vous êtes moitié moins, mais avec une production en fait plus importante qu'au départ. Donc la production est la même, si vous voulez, mais la production est plus importante par ostréiculteur, on va dire. Puisque des ostréiculteurs sont restés, d'autres sont partis. Ceux qui sont restés ont racheté des parcs. Parce que le parc à huîtres de Leucate ne s'agrandira pas. Les concessions sont en place, il ne peut pas y en avoir d'autres de plus pour le moment. On a une petite production à Leucate par rapport à l'étang de Thau qui produisent on va dire 20 fois plus que nous ou 30 fois plus. Et vous, votre production sur Leucate, c'est à peu près combien? On va dire à peu près à l'année entre tous, on fait à peu près 500-600 tonnes. Ah, quand même. Non, à plusieurs, on est une trentaine quand même. Hein. C'est quand même important. Alors, voilà. Et le nombre d'ostréiculteurs a augmenté, il a stagné ou non, le nombre d'ostréiculteurs à Leucate a baissé. Le nombre de parcs est toujours le même, mais c'est des entreprises qui se sont agrandies, on va dire. Par exemple, le voisin a acheté le voisin. Voilà, le nombre d'ostréiculteurs a baissé, mais le nombre de parcs est toujours le même. Et est-ce que les jeunes sont là pour la relève ou c'est quand même difficile d'avoir des jeunes qui viennent justement faire ce métier parce que c'est quand même un métier. Hein, c'est un métier qui est un peu dur. Hein. Nous, on dépend beaucoup du temps. Bon, l'été, on est tranquille, on travaille en t-shirt, c'est un plaisir, le soleil, tout ça, c'est bien. Mais dès qu'après arrive l'hiver, donc par exemple aujourd'hui, là, c'est un des premiers jours de l'automne, voilà, on a un peu de vent, un peu de nuages, il fait un peu frais, mais bon. On le sent pas trop quand on y est. Voilà. Quand on a l'habitude, ça se fait sans problème. Voilà. De toute façon, c'est toujours un plaisir plus ou moins d'aller au parc. Évidemment, quand on a 120 de tramontane, c'est un peu moins un plaisir, mais sinon, ça va.
Donc là Rémi, qu'est-ce que tu fais là exactement et pourquoi tu le fais? Je mets les poches qui sortent des trocages en fait. Donc Les on a trocages, c'est quoi? nettoyé et décollé parce qu'elles sont collées entre elles sur corde. Donc elles sont pleines d'algues et vu que quand on a des trocs on les abîme un peu, on les ébrèche. On les remet un petit mois au parc pour qu'elles se refassent une petite santé, que la coquille durcisse parce qu'elle va être brassée dans les poches. Ça va les rendre un petit peu plus dures et commercialisables par la suite. Ouais, d'accord, vous leur refaites une petite beauté et vous les remettez dans les temps. Voilà. Côté PO, hein. J'avance doucement parce que ça bouge. Hein. Donc Franck, là, c'est quoi que tu es en train de faire là? Alors ça c'est une corde d'huître qui arrive à maturité. C'est des huîtres qui sont prévues pour Noël. Donc on va attaquer maintenant, on va les sortir, on va les passer au détrocage. C'est-à-dire on va les séparer une par une. Oui. Après on va les remettre en poche et on va faire le stock pour Noël. D'accord. Voilà. Donc celles-là on peut pas les manger à midi alors? Non, celle-là non. Ça on peut pas. Il faut attendre Noël. Voilà. Bon, ben, on va attendre Noël alors. Si tu le dis, c'est toi le professionnel. Hein. J'en ai quand même. Je vous en montrerai sur le mas là-bas, j'en ai d'autres comme ça. Ah, c'est bien, Voilà. c'est super, merci à toi. Voilà. Et là, c'est pas que c'est du fait maison, hein. Je vois des branches, enfin, c'est quoi comme bois? C'est du châtaignier. C'est du châtaignier. C'est ça. C'est toi qui as fait tout ça, Rémi? Non. Après nous on fait que les réparations quand il y a des perches qui tombent. On répare comme on peut quoi. Et là, combien il y en a d'huîtres à peu près dans chaque sac là? Dans une poche il y a environ 15 kilos. 15 kilos par poche, ça doit faire une douzaine d'huîtres à l'intérieur. Donc en fait, il vous en faut pas mal de poches parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça dans chaque poche, quoi. Si on regarde par rapport à la consommation, c'est vrai que ça fait... On peut pas trop charger les poches non plus parce que si les poches sont trop pleines, c'est pareil, les huîtres ne pourront pas bien s'ouvrir et bien se nourrir, donc mal se refaire une santé, on va dire. Bah, il se développe mal et il n'y a pas la grosseur ou la qualité que vous voulez avoir, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, vous privilégiez toujours la qualité. La qualité toujours. Toujours la qualité. Donc les huîtres de Leucate sont de qualité et en plus, c'est local. Il faut manger local. On a des bons producteurs, il faut en profiter. Merci à vous de vous appliquer parce que c'est quand même un métier très difficile quand même. Surtout quand il y a du vent. Donc là, aujourd'hui, tu nous as amené sur l'étang. Là, ils n'avaient pas prévu de vent, mais là, ça souffle. Hein. Donc là, c'est quand même des conditions. C'est pas trop difficile aujourd'hui, mais disons dans la période d'hiver, justement dans la période où vous avez la forte demande pour les fêtes, quand il arrive à avoir du mauvais temps, ça devient quand même. Il vous faut sortir les huîtres et ça devient. C'est quand même difficile et c'est un métier quand même qui est dur et qui est un peu à risque aussi quand même. C'est-à-dire qu'en temps normal, en période normale, on va dire, on essaie toujours de faire un roulement. On a plus ou moins de réserve sur le mas. Bon, après en période de Noël, il faut une grosse quantité d'un coup. Donc même s'il fait mauvais temps, des fois on est obligé de sortir. Et on fait comme on peut, mais il y a des fois on est quand même obligé. Donc, en fait, on a démarré là, mais tu nous as pas dit comment ça s'appelle justement le bateau de l'ostréiculteur. Ça c'est un chaland. Un chaland où on peut appeler ça aussi une barge ostréicole. Voilà. En fait, il n'y a pas de protection autour, quoi. Ben non, parce que c'est fait pour travailler. Si on met des protections autour, on ne peut plus travailler. Ouais, donc vous êtes gêné, quoi. Voilà. Hein, d'accord. Mais c'est pas les gondoles à Venise. Hein. Non, c'est pas les gondoles à Venise, je vous le chanterai pas aujourd'hui. Chers amis, j'ai passé un grand moment sur l'étang, j'ai les pieds trempés. Donc je vous chanterai pas la pêche aux moules parce que là on est sur les huîtres. Et là justement, puisqu'on est dans les parcs, là pour rebondir aussi des fois sur l'actualité, vous faites voler vos huîtres pendant les fêtes sur le 4 ou c'est... C'est arrivé ici, mais beaucoup moins qu'à l'étang de Thau par exemple, parce qu'on est quand même pas trop nombreux. Voilà, et donc en plus les parcs étant assez petits, on peut surveiller. Donc c'est arrivé, mais très peu quand même. Il n'y a pas de vol énorme. Il faut quand même qu'ils soient un peu kamikazes pour venir au milieu là, de l'étang pour vous voler les huîtres quand même, parce que de loin vous pouvez les surveiller quand même. Il y en a eu, il y en a qui se sont fait attraper, mais bon, comme je vous dis, comme les parcs sont assez petits, proches de la route, comme on a une assez bonne visibilité, on peut quand même assez bien surveiller.
Donc qu'est-ce que vous avez fait quand vous les avez attrapés? Vous les avez mis dans des casiers, vous les avez mis au fond des parcs? C'est pas moi qui les ai attrapés. Non, mais en général, bon, quand ils viennent comme ça, s'ils prennent 2-3 pochons, bon, c'est arrivé des vols plus importants, mais bon, en général, c'est des petits larcins, on va dire. Donc là, il y a une solidarité entre ostréiculteurs et chacun, pendant cette période un petit peu délicate où il y a beaucoup d'activités, vous êtes vigilant à bien surveiller. Quand il y a beaucoup d'activités, déjà à partir de ce moment-là, dès que quelqu'un en général remarque un bateau, disons un peu louche ou qui n'est pas d'ici, en général il le signale tout de suite. Hein. Voilà. Après c'est à la gendarmerie de faire son travail, on signale et voilà. Et le travail est fait. Et en général le travail est fait. Mais je vous dis, de ce côté-là, on n'a pas trop de problèmes ici. Franck, je voudrais te remercier quand même parce que je vois que les Gabatches aiment quand même le pays catalan. Je vois un joli drapeau rouge et jaune là. Ça me fait plaisir. Merci à vous quand même. De rien, pas de problème. Et une petite question là qui n'a rien à voir avec les huîtres, mais tu sais que maintenant l'USAP est aussi en Pro D2. Oui. Qui tu supportes, l'USAP ou le RCN? Moi je suis principalement l'USAP. Ah c'est bien, merci. C'est gentil. Mais au départ, je suis pas gabatche, hein, je suis pas d'ici, je suis ni catalan non plus, j'étais un importé. Tu as été un importé? Voilà. Est-ce que le pays est sympa alors? Ben, vu que j'y suis resté, ça fait maintenant 30 ans, oui. Bon, on l'adopte alors. Bon, alors il est catalan. Enfin, moi j'ai décidé qu'il était catalan, puisqu'il supporte l'USAP. Allez, l'USAP. Oh, le RCN aussi, hein. Faut être beau joueur. Alors, Franck, tu vas nous expliquer ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, parce que ça, j'adore. Les anguilles. Les Catalans adorent ça. Alors là c'est les anguilles, on va maintenant attaquer la période de la pêche à l'anguille à l'étang. Parce que maintenant elles vont commencer à vouloir partir, à se sauver vers la mer des Sargasses pour aller pondre. Donc on va maintenant monter les filets, ce qu'on appelle les capetchades. Et on va les attraper, la période dure maintenant 2 mois à peu près. Un jour dans un numéro du Baroudeur des Saveurs, je vous ferai des anguilles avec un petit remake de Maïté là, qui essaie de tuer l'anguille. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah ça c'est très très bon les anguilles. Les anguilles aussi, par contre là il y a une réglementation, vous ne pouvez pas pêcher, sortir, il y a des tailles à respecter il me semble. Il n'y a pas vraiment de taille, bon évidemment c'est réglementé, par exemple la pibale, ce qu'on appelle la pibale ou la civelle, c'est interdit de la pêcher ici. Voilà, c'est la petite anguille transparente. Ça c'est excellent, il y en a sur la côte basque et du côté de Palamos, non je crois. Ouais. Ça vaut très cher mais ici c'est interdit. Voilà. Sinon après il y a des périodes de pêche, c'est réglementé. Après, là maintenant c'est l'anguille verte et après ce sera ce qu'on appelle l'anguille fine ou argentée. Voilà, celle-ci est moins grasse. L'autre elle est argentée parce qu'elle se gave, si vous voulez, pour prendre bien de la graisse pour pouvoir faire le long trajet vers la mer des Sargasses. Et de la pibale il y en a ici aussi alors apparemment. Ici, oui, partout où il y a des anguilles il y en a. Hein. Voilà, mais c'est interdit de la pêcher ici. Pourtant la pibale c'est bon. Hein. Juste revenu avec de l'huile d'olive et quelques pétales d'ail là, c'est excellent. Avec un bon blanc là et on se régale. Merci Franck. De rien. Franck, là tu viens de sortir un filet, là c'est quoi ce filet, dis-moi? C'est pas pour les huîtres? Non, ça c'est pas. Enfin, c'est d'une certaine manière, c'est un peu pour les huîtres, c'est pour protéger les petites huîtres. En plus de la mortalité, depuis quelques années maintenant, on a les dorades qui rentrent dans l'étang pour manger les petites huîtres. Donc une fois qu'on a rempli la table avec nos petites huîtres, qui sont jeunes et tendres, on met ce filet autour de la table pour protéger les huîtres, le temps qu'elles se fassent à la coquine, qu'elles durcissent et qu'elles poussent un peu, jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille que les dorades ne puissent plus les attaquer. Et après on l'enlève. Voilà ce qu'il faut mettre autour des tables maintenant depuis 5-6 ans, même un peu plus. Et là ça vient de quoi ce phénomène, ce fléau peut-être même? Moi je pense qu'il y a beaucoup de dorades et elles sont de plus en plus grosses. Et à une époque on en a toujours eu des dorades, mais peut-être pas suffisamment grosses pour attaquer les huîtres. Maintenant on sort des dorades de l'étang de 4-5 kg quand même. Et elles ont assez de mâchoires pour attaquer les petites huîtres. Oui, donc en fait c'est qu'il y a trop de dorades et en fait elles viennent se nourrir en fait quoi. Elles viennent se nourrir et comme je vous dis, elles sont de plus en plus grosses. Voilà. C'est impressionnant ça. Elles arrivent à casser, pas casser puisqu'elles sont tendres donc. Ah oui mais elles broient la coquille. Elles broient la coquille, elles mangent l'huître. Déjà au départ la dorade mange les moules, à l'état naturel partout quoi. Sur les tables, à Bouzigues par exemple, ils avaient commencé à protéger là où ils mettaient les moules. Et est-ce que ce phénomène s'est amplifié après, comme elles n'arrivaient plus à attaquer les moules, elles ont commencé les huîtres, elles y ont pris goût. Donc après il a fallu protéger les huîtres.
Ouais, donc ça fait un peu de travail en plus, quoi. Un peu de travail en plus, un peu de frais en plus. Ah oui, forcément. Oui. S'il y a du travail en plus, il y a des frais en plus. Voilà. Dis-moi, j'ai une question là. On est descendu de la barge, là, j'ai vu une poubelle là avec plein de petites coquilles là. Donc ça, c'est des petites huîtres, des moules. Tu fais des colliers après, tu fais quoi? Là, c'est la mortalité, ça. Ah, c'est la mortalité, d'accord. Toutes les petites huîtres qui sont mortes. Quand on trie, ben voilà, sur ce lot-là, j'ai eu 50% de mortalité. Sur 100 000 bêtes, il m'en est resté plus que 50 000. Ouais, ça fait quand même une perte lourde, quand même, conséquente. Ouais. Oui, assez importante. Et comme je vous dis, donc on est obligé de prévoir plus de naissins que ce qu'il faut d'habitude pour anticiper la mortalité. L'année dernière, il y avait eu une accalmie, puis cette année, ça a recommencé. C'est pas la pollution, c'est le fameux virus herpès qui est dans l'eau. Et comme je vous ai dit, c'est l'Ifremer qui a donné cette explication, que la souche de l'huître est devenue plus faible et qu'elle avait du mal à résister à ce fameux virus, qui est à l'état naturel dans l'eau de toute façon, qui a toujours existé. Et le moment de mortalité, c'est au moment où il y a une hausse de température en général. Voilà. Donc par exemple mai, à peu près, quand les eaux commencent à chauffer, peut-être qu'il y a un affaiblissement supplémentaire dû à la température, là on a beaucoup de mortalité. C'est ce qui s'est passé sur ce jour-là. Et après, à certains moments au mois de novembre. Mais sinon on a plus ou moins de mortalité, disons en règle générale. Normalement en temps naturel, on avait un peu de mortalité toute l'année, surtout au moment où les huîtres devenaient laiteuses, c'est-à-dire au printemps. Et ce phénomène s'est amplifié dû à ce virus que les huîtres ont du mal à résister. Donc, en plus des dorades qui viennent manger les huîtres, il faut surveiller ce virus constamment. Voilà. Et là c'est pareil, est-ce que c'est quoi? C'est l'Ifremer qui s'occupe de vous faire les analyses d'eau, de vous conseiller, de vous alerter quand il y a quelque chose qui ne va pas? Voilà, c'est l'Ifremer qui s'occupe de tout. Donc tous les lundis, l'Ifremer vient sur le centre ostréicole de Leucate. Ils font des prélèvements d'eau et de coquillages sur les parcs. Ils font des analyses. Et bon, si les analyses sont bonnes, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a une alerte, par exemple dinophysis, comme ça arrive de temps en temps, à ce moment-là, si ça dépasse le seuil, on nous ferme. Il faut attendre 2 analyses positives, négatives d'affilée pour qu'on puisse rouvrir. Donc, en fait, le consommateur est protégé, et puis vous aussi, on vous protège justement en vous prévenant quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ça. Et donc, toutes les semaines, je vous dis, l'Ifremer vient faire les contrôles. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous pouvez manger des huîtres locales, des huîtres de Leucate, sans aucun complexe. C'est pas parce qu'elles sont de Leucate qu'elles sont moins bonnes que les autres. Donc profitez de goûter ces huîtres de Leucate sans modération, hein, Franck, on va dire. Hein, donc il n'y a pas de honte à manger local, bien au contraire. Il faut que tous les acteurs économiques puissent vivre dans notre région. Donc les huîtres de Leucate sont très bonnes pour les consommateurs et pour la santé. Voilà, exactement, c'est un très bon produit, naturel, entièrement bio. Voilà. Puis vous voyez, ces gens qui travaillent, on dit que c'est les petits métiers, mais moi je dirais plutôt c'est des grands métiers parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de difficultés physiques, financières. Les aléas du temps, vous êtes en fait tributaire de tous ces éléments-là. Oui. Et en plus, vous avez des périodes d'activité des fois très, très intenses. Et il faut être prêt à ce moment-là. Et donc, ça demande beaucoup de réactivité et de professionnalisme. Mais ça, vous l'avez, on le sait. Oui. Ils l'ont, le professionnalisme. Ils l'ont. Faites-leur confiance. Alors Franck, là aussi, on se trouve dans quelle partie de ton entreprise? Alors ici, c'est la partie réserve et épuration. C'est-à-dire que quand on ramène les huîtres du parc, d'abord on les nettoie évidemment, on les lave, on les trie, on les calibre, et ensuite on les met en bassin de stockage. Ici, elles restent 48 heures avant de passer à la consommation. Ce qu'on appelle l'épuration, c'est une norme européenne encore. Voilà. De toute façon, pour cette base-là de normes européennes, ça ne nous a pas trop dérangé, puisque nous on le faisait déjà depuis longtemps ça. On passait toujours les huîtres en bassin derrière pour qu'elle dégorge avant de passer à la vente. Nous, c'était notre problème, c'était surtout avant la cause de la tramontane. Quand la tramontane souffle, l'étang est brassé, donc la vase remonte et les huîtres se salissaient. Donc là, elles s'épuraient, voilà, et elles sortaient claires, quoi. Il n'y avait pas de souci. Alors en fait, l'épuration, là, tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe dans ce bassin? Alors dans ce bassin, elles s'épurent, c'est-à-dire elles se vident, elles se nettoient de toutes les impuretés qu'elles ont à l'intérieur. Vu qu'une huître, quand elle est dans l'eau, elle filtre constamment. Donc en absorbant de l'eau propre, elle rejette de l'eau sale, si vous voulez. Pas toujours, elle n'est pas toujours sale évidemment, mais en période de tramontane, elle se nettoie toute seule. Voilà. Donc elle sort après au bout de 48 heures, elle est propre et saine. Et elle est prête à la consommation. Prête à la consommation.
Et ça, cette partie-là, elle est obligatoire. C'est obligatoire maintenant. Voilà. Qu'il y ait du vent ou pas de vent, Qu'il y ait du vent ou pas de c'est vent. systématique. Maintenant, c'est obligatoire. Voilà. Alors, en fait, là, quand vous les mettez dans ce parc-là, en fait, ce bassin, vous les calibrez. Avant de les mettre dans ce bassin, on calibre tout. Comme ça, on sait tout ce qu'on a. Et le calibrage, il se fait comment, en fait? Alors maintenant, avant le calibrage se faisait manuellement. Maintenant, j'ai une machine à calibrer qui est dehors. Elle lave en même temps les huîtres, elle calibre, on règle le poids par rapport à la sortie des godets. Et chaque lot tombe dans le premier trou, c'est les petites, ensuite les moyennes, ensuite les belles moyennes, puis les grosses. Dans les grosses, elles sont où, tu m'as dit? Ici. Waouh. Franck, hein, tu vois, il faut attendre 48 heures, Franck. Donc celles-là, tu vas pas les manger. Parce que Franck, notre caméraman, il adore les huîtres. Et là, il va devoir attendre 48 heures. On va le laisser là. Il va dormir ici pendant 48 heures. Alors Franck, là, tu nous as donné envie de déguster tes bonnes huîtres. Mais il y a une question que j'ai oublié de te poser. Combien de temps il faut pour élever une huître? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Combien de temps ça prend pour faire venir une huître? Alors, donne-moi la réponse. Alors à partir de la larve, quand elle s'est captée sur des coquilles, on fait capter des larves sur les vieilles coquilles. Quand elles arrivent ici, il faut de 18 mois à 2 ans pour faire une huître. En fonction des années. Parce que le temps, il joue aussi beaucoup. S'il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, s'il y a de la pluie, ça dépend après de beaucoup de choses. Il faut 18 mois à 2 ans. Après, à partir du collage, ce qu'on appelle le collage, quand on colle les petites huîtres, il faut à peu près 1 an, des fois 1 an et demi. Voilà, ça varie de 1 an à 1 an et demi. En calculant que déjà les huîtres, quand on les colle, elles ont déjà 1 an à 1 an et demi. Ah, au collage, déjà, elles ont 1 an. 1 an à 1 an et demi. En âge à peu près, hein, on va dire. Hein. Voilà. Et là, donc, il vous faut, quand on les colle comme ça, il faut 1 an à 1 an et demi. À partir de la larve, la première méthode naturelle, il faut 1 an et demi à 2 ans. Ça veut dire que les huîtres qu'on va manger à Noël, elles auront 2 ans et demi, 3 ans. À peu près, oui. Quand on consomme simplement les huîtres, on pense que elles sont de l'année et que voilà, elles sont prêtes à Noël, quoi. Non, quand on reçoit les huîtres, la naturelle qui est déjà pré-grossie, elle a déjà entre 12 et 18 mois. Quand on les colle pour essayer de les récupérer à Noël, on les colle au mois de janvier. Si on tombe sur une bonne année, on peut les sortir à Noël. Donc ça leur fera 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, en fait, quand vous mangez des huîtres, il faut savoir qu'elles ont 2 ans et demi, 3 ans. Donc, imaginez-vous tout le travail qu'il y a derrière, entre les aléas climatiques, les éventuelles bactéries, virus qu'il peut y avoir, plus le travail de l'ostréiculteur. Franchement, là, il faudra les mâcher, les déguster avec plaisir, hein, parce que derrière, il y a énormément de travail. Respect, monsieur Franck. Merci. Beaucoup de travail. Tu n'es pas tout seul en plus pour faire. Et ton équipe, elle se compose de combien de personnes? Alors, j'ai ma fille, mon fils, j'ai mon père qui est à la retraite qui vient me donner un coup de main de temps en temps. Et puis après, j'ai Rémi, Cathy, Harmonie, David et Sylvain. Ouais, ça fait quand même pas mal de personnes pour faire tourner ta petite entreprise. Oui, il faut du monde. Ton petit métier, comme on dit, mais moi je dirais pas petit métier, noble métier et grand métier, hein, fait par des grands hommes, voilà. Merci. Parce que nourrir sainement les gens, c'est être, se porter en personne responsable et donc vous êtes des grands hommes et vous faites un beau et grand métier et pas un petit métier. Merci. Merci à toi, Franck. De rien. Alors là, Franck, on est du côté de la dégustation. C'est là où on va apprécier la finalité de tout le travail accompli. Voilà, c'est ça. Donc là, les huîtres sont en présentation devant les clients. Elles sont rangées par taille. Là, vous avez les petites. Celles-là, elles ne sont pas pour Franck. Franck, elles sont plutôt de ce côté-là. Là, vous avez des moyennes. Ensuite, des belles moyennes. Et ensuite, les grosses. Ah, je vais en sortir une parce que Franck, il faut que tu vois les grosses. Regarde Franck, regarde. Celle-là, elle est magnifique, Franck. Hein. Mais tu vois, celle-là, c'est moi qui vais la manger, c'est pas toi. C'est ça aussi qui est bien, c'est en fait de pouvoir présenter ta production à tes clients.
Voilà, c'est ça, la finalité, c'est ça. Les clients voient ce qu'on leur sert, c'est eux qui choisissent directement et on leur ouvre devant eux. Sortie de l'eau, aussitôt ouvert. Alors au départ, c'est une question de goût parce que toutes ces huîtres-là ont à peu près le même âge. Oui. Donc on les trie par taille et après c'est le client en fonction de ses goûts. Parce que comme vous dites, il y en a qui préfèrent plutôt plus petits et d'autres plutôt grosses. Voilà. Comme il y en a qui les aiment laiteuses et d'autres qui les aiment pas laiteuses. Exactement. Mais là, elles sont plus laiteuses maintenant, c'est fini. Oui, la période est passée. Voilà. Ouais. Dis-moi, justement, la période où les huîtres sont laiteuses. Et qu'est-ce que ça veut dire, les huîtres laiteuses? Et pourquoi elles sont laiteuses? Alors, les huîtres deviennent laiteuses à partir de la mi-printemps et elles pondent début de l'été. Alors, les huîtres deviennent laiteuses, c'est au moment de la reproduction. Donc, elles deviennent laiteuses, elles se chargent et après, au moment de la ponte, elles lâchent les larves. Parce que l'huître est à la fois hermaphrodite, c'est-à-dire à la fois mâle et femelle. Voilà. Elle lâche les larves dans l'eau et les larves après vont s'accrocher quand elles trouvent un support. Le problème en Méditerranée, l'eau est trop salée. On ne peut pas faire beaucoup de captage en Méditerranée. Ça se passe un peu, mais très peu. Le captage se fait en général à l'Atlantique, dans des périodes de la reproduction, dans des endroits en général où il y a toujours un apport d'eau douce supplémentaire. D'accord. Parce que le sel, trop de salinité tue les larves. Il ne faut pas que l'eau soit trop salée pour qu'il puisse y avoir plus de larves que. Voilà. Si c'est trop salé, il y a moins de larves parce qu'elle reproduction. Elle n'arrive pas à survivre, donc elle n'arrive pas à s'accrocher pour pouvoir survivre. Parce qu'une huître, il faut qu'elle s'accroche pour survivre. Et en fait, la bonne période, quand elles sont laiteuses, c'est la bonne période pour les manger ou on peut en manger toute l'année, quoi? On peut en manger toute l'année. Et ça revient toujours par rapport à la question de taille, c'est une question de goût. Il y a des gens qui ne peuvent pas les manger quand elles sont laiteuses. Ils ne supportent pas. Et il y en a d'autres qui en raffolent. Voilà, madame raffole des huîtres laiteuses. Voilà. C'est une question de goût après. Franck, tu es en train de préparer un plateau. Oui. À la demande, justement, tu l'ouvres au dernier moment à la commande. Tout le temps. Mais là, je te vois avec ton joli couteau vert fluo. C'est un couteau écologiste. C'est bien. C'est un simple canif. Voilà. Oui. Et comment on fait pour pas se couper? Explique-moi. Montre-nous là, montre-nous. Vas-y, Franck. Pour une fois, boss, fais-nous un gros plan là. Alors les huîtres. Le dessous. Oui, la pointe, on va dire, la pointe vers voilà. Soi. Et le chapeau. Le chapeau. Le muscle est toujours à droite. En général, aux 2/3 de l'huître. Il faut trouver la fente. On rentre le couteau. Un coup pour couper le muscle. Voilà. Tu es doué pour trouver la fente, toi. on voit que tu as la main. Mais c'est sans arrière-pensée, vous me connaissez maintenant. Je ne suis pas comme ça. Je suis très très sérieux, très professionnel. Donc là, on vous explique comment ouvrir des huîtres sans se blesser. Tu as compris, Franck? Alors tu vas nous remontrer donc la pointe vers soi. Vers soi, le chapeau dessus. On cherche la fente. Le muscle. Ah, le muscle d'abord. Toujours à droite. À peu près aux 2/3 de l'huître. Oui. Un coup, c'est ouvert. Alors voilà le professionnel. Hein. Bravo Franck. Enfin, les deux sont professionnels, hein. Celui qui ouvre les huîtres et celui qui est derrière la caméra. Mais Franck est un professionnel des huîtres aussi, mais lui il les mange. Il sait les reconnaître quand elles sont bien fraîches. C'est pour ça qu'il vient chez toi d'ailleurs. Merci. Voilà, il se régale. Il apprécie. Les huîtres de Le 4. En fait, je vais vous dire, au départ, la dégustation, elle a commencé tout simplement. C'est des gens qui venaient acheter. Et puis, on peut manger 6 huîtres là. Alors, on leur faisait 6 huîtres sur le bord du bassin. C'était vite fait avec un verre de blanc. Il n'y avait rien d'autre à l'époque. Hein. C'était vite fait sur le bord du bassin. Et peu à peu, il y a de plus en plus de demandes. Et c'est pour ça que la dégustation s'est développée. Au départ, il y avait 2 familles, comme je vous dis, qui ont lancé vraiment la dégustation. Et puis peu à peu, tout le monde s'y est mis parce que c'est un complément qui n'est pas négligeable. Et puis la clientèle demandait ça. C'était une demande de la clientèle. Mais ça, en fait, c'est une promotion très importante. C'est aussi une partie très importante de la promotion du produit. Exactement, parce qu'en plus, là, c'est du bouche à l'oreille. Voilà, les clients qui viennent déguster ici, on s'est régalé. Et vous avez mangé des huîtres? Eh bien, le 4, on va essayer. Et ainsi de suite. C'est un roulement. Et donc, la partie dégustation, en fait, elle est très importante aussi, quoi. Maintenant, oui. Voilà. En fait, c'est vous. Vous ne cherchez pas à faire un restaurant. C'est simplement à faire déguster vos produits sur place. Hein, tout simplement. Sortie des bassins, sortie des parcs, voilà, c'est le plaisir de faire goûter les produits qui viennent de sortir juste de l'étang, quoi, en fait, quoi. Voilà, c'est ça, exactement.
Et donc on ne fait vraiment que du produit frais. Et voilà, justement, puisque en ce moment on parle tout le temps du produit frais, ben là on est vraiment en plein, on ne peut pas être dans le plus frais parce que les huîtres, elles n'ont pas été ramassées il y a 3 semaines, donc voilà, c'est vraiment, on est vraiment au cœur du produit frais. Exactement. Donc là, il n'y a pas de tromperie pour le consommateur, c'est sorti de l'étang, c'est rincé, c'est gratté, c'est mis proprement pour que le client profite de la dégustation et apprécie le produit, on va dire, au summum de sa qualité. Voilà, au sommet de sa fraîcheur. Attends, tout à fait. Vous voyez, ouais. En plus, ils ont le souci de la finition, du détail pour bien faire apprécier leurs produits. Ils ont tellement travaillé dur avant que pour eux, c'est, on va dire, c'est l'huître sur le plateau, pas la cerise sur le gâteau, mais c'est l'huître sur le plateau. Voilà, c'est ça. Et que le client soit content, c'est l'essentiel. Ah oui, ça c'est très important. La finalité, c'est justement après de pouvoir écouler tout le travail qui a été fait, tous les stocks que vous avez justement, que le client apprécie le travail qui a été fait, le dur travail qui a été fait, parce que vous en fait vous les surveillez bien, vos huîtres, c'est votre métier, c'est votre gagne-pain, mais c'est avant tout une passion, donc c'est dommage de gâcher la finalité, donc c'est vrai que la dégustation pour vous c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est juste de la dégustation, ce n'est pas de la restauration. Non, pas de la restauration. Voilà. Bon, ben Franck, je te remercie de m'avoir reçu pour notre émission, le Baroudeur des saveurs. Tu sais que cette émission, justement, elle est faite pour mettre en avant tous ceux qui font des petites productions et qui le font avec passion et depuis des années. Heureusement que vous êtes encore là, que vous arrivez à vivre, même à survivre, pour pouvoir nous nourrir sainement et de pouvoir présenter des bons produits aux consommateurs. Donc merci à toi. Donc moi maintenant que toi tu nous as montré, tu nous as expliqué comment tu faisais ton travail, ton métier, moi je vais retourner dans mes cuisines et je vais vous proposer une recette d'huîtres. Franck fera la dégustation, mais Franck, pas toi, mais le monsieur qui est derrière la caméra. Donc je vais me changer et puis ensuite je vais préparer une recette à base d'huîtres. À tout à l'heure. Donc vous prenez un couteau à huîtres, on appelle ça une lancette. Alors vous en avez avec des protections, moi j'en ai une sans protection. Des fois c'est pas la peine de se protéger. Donc vous prenez un torchon. Donc comme on nous a expliqué Franck tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a dit c'est pas compliqué, vous mettez dans la fente. Ouais, c'est bon, ça marche. Elles sont magnifiques. Voilà. Donc vous gardez toujours votre petite boîte. Voilà. On les ouvre, on les laisse, on les remet dans l'assiette. Surtout vous les gardez bien à plat dans l'assiette, pas perdre le jus. On remonte, on redescend. Je vous rassure, notre caméraman va beaucoup mieux. Il s'est mangé une douzaine d'huîtres avant qu'on passe en cuisine et il a retrouvé des forces. Mais tout à l'heure, sur la barge, il était blanc comme un reste de cuisine. Donc pour ouvrir les huîtres, vous prenez un torchon qui vous sert pas souvent. Donc là, vous allez décoller les huîtres. Légèrement. Donc celle-là, Franck, tu les mangeras pas. Celle-là, c'est moi qui les mange. Donc maintenant, on va préparer la cuisson. Donc on va sortir les huîtres de leur coquille. Alors vous prenez un chinois ou une passette, une passoire, enfin, mais très très fine. Vous mettez dans votre casserole. Donc vous enlevez les huîtres.
Vous les réservez dans un petit bol. Vous versez le jus. Jetez pas les coquilles, hein. Elles vont servir pour la suite de la recette. Vous versez le jus. Vous enlevez l'huître. Bon, je vais rincer un petit peu mes coquilles pour la suite de la recette. Donc maintenant, on va mettre un petit peu à réduire le jus des huîtres, mais légèrement réduit. Dès que ça va rentrer en ébullition, on va déglacer. Alors ceci n'est pas une analyse d'urine. Ceci est un petit verre de vin blanc. Du terreau buccia. On va déglacer légèrement. On en garde un petit peu pour la suite. Dans cette préparation, pour passer les huîtres au grill, je ne vais rajouter ni de sel ni de poivre. Là, vous allez mettre un petit peu de concentré de tomate. Alors on le mélange avec la petite réduction. Je vais rajouter un petit peu de moutarde à l'ancienne. Vous voyez, ça vous fait un petit mélange un petit peu épais, une espèce de petite pâte. Je vais le redétendre avec le restant de vin blanc. Et on va y plonger les huîtres. Vous mélangez. La cuisson est très rapide. Là, on va juste les cuire 2-3 minutes grand maximum, parce qu'après on va les passer au grill. On a toujours gardé ce petit fond de vin blanc, il va peut-être nous servir. On arrête la cuisson. On va garnir nos huîtres avec ce petit mélange. Donc vous pensez allumer votre grill qui soit déjà bien chaud. Vous calez bien vos huîtres, vos coquilles d'huîtres. On va garnir délicatement. On va les remettre là où elles étaient. On a toujours ce petit jus, il est un peu trop liquide. Je vais le mettre un petit peu à réduire. Donc là, on va y mettre un petit peu de pignon de pain. Alors les pignons de pain, soit vous les mettez nature, soit vous pouvez les faire griller juste avant. C'est en fonction du goût que vous voulez apporter. Le fait de les griller, ça va corser davantage, le goût de la pigne de pain va ressortir davantage. On va ajouter un petit peu de persil haché. Maintenant, on va rajouter la petite sauce. Et avant de passer au grill, vous allez mettre un petit peu de chapelure.
Et ensuite, vous mettez sous le grill là. Voilà, les petites huîtres, elles sont juste c'est vraiment très léger. Hein. Juste chaudes. Donc vous les disposez dans votre assiette. Allez, une petite touche de fantaisie. Vous allez mettre une petite pluche de persil. Voilà vos huîtres tièdes de Leucate, donc les huîtres du Languedoc-Roussillon. Vous avez vu comme le métier de Franck est difficile, donc ces huîtres sont formidables. Les huîtres de Bretagne sont très bonnes, mais nous avons de très bonnes huîtres dans la région, donc faisons travailler nos ostréiculteurs qui se donnent énormément de mal et qui prennent des risques, parce que c'est aussi un métier à risque. Et donc je vous souhaite un très bon appétit. N'oubliez pas, si vous voulez agrémenter, accommoder vos huîtres gratinées avec ce macabeu sec du domaine de l'Arca à Saint-Nazaire, Laurent Cambre. Donc Laurent, je vais le dire comme il faut pour une fois, c'est Terro Buccia, un très bon macabeu sec à boire bien frais à l'apéritif avec votre entrée, bien sûr à consommer avec modération. J'espère que vous avez partagé, que je vous ai fait partager un très bon moment avec ce numéro du Baroudeur des Saveurs. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Et ensuite, n'oubliez pas de consommer de saison, consommer pays catalan. C'est la terre qui nourrit l'homme et pas l'homme qui nourrit la terre. Adieu! On la pose bien à plat, on va garder le jus pour tout à l'heure. Là c'est pareil, dans la Fanta. Alors on va mettre à réduire un petit peu le jus des huîtres, légèrement. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes sur côté PO. Faire l'intro là? Ouais, vas-y. Hein, c'est sympa. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro de... J'allais dire une talk chez vous. Ça m'inquiète parce que là il y en a deux d'objectifs. Allez. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro du Baroudeur des Saveurs. Aujourd'hui je vous amène à Leucate. Nous allons visiter une ferme oléicole. Ostréicole. Aujourd'hui, je pense que ça va être un peu difficile. Bon, on y va. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro. Laiteuses ou pas laiteuses, elles n'ont pas le même goût, la même texture. C'est pas du tout pareil. Mais c'est un goût différent, ça reste des huîtres. Ah oui. Mais on peut apprécier justement le même produit, mais avec un goût différent selon l'époque où on va déguster les huîtres. Exactement. Exactement. C'est ça. Oui, justement, monsieur Franck, justement. Là, c'était bien placé cette fois. Tu disais? Justement. T'as le truc qui se barre là. Ça me déconne. T'es attaché ou quoi là? Il se cache tout seul face aux émissions. Et nous, on reste là. C'est là. Bonjour les amis. Allez. Ça bouge quand même. Ah, mais oui, mais c'est le principe d'un bateau. Hein. Ouais. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro du Baroudeur des Saveurs.